Tu vois, c'est dur parce qu'entre le premier accouchement où je me laissais totalement porter, tu vois, en disant là, c'était pas, j'allais pas contre eux, mais j'avais la force de dire en fait, je vous explique dans les faits, non, c'est possible. Donc si je veux accoucher de manière naturelle, si je veux me donner cette chance-là, je le ferai. Et c'est comme ça, il n'y a pas de débat en fait. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les récits d'accouchement de Marie-Aurore. Marie-Aurore a vécu 2 expériences différentes, avec une première compliquée et une deuxième qu'elle a réconciliée avec l'accouchement, car elle a vécu de façon positive la naissance de sa deuxième fille, qui avait décidé de commencer sa vie sur Terre les pieds en avant. Le premier accouchement de Marie-Aurore aurait aussi pu être une belle expérience, mais malheureusement, les violences obstétricales qu'elle a reçues ont meurtri son corps et son esprit. Je suis d'avis qu'il faut être informé, mais je comprends également que son expérience peut heurter la sensibilité. Alors je vous ai annoncé dans l'épisode lorsqu'elle raconte les violences si vous préférez ne pas les écouter pour le moment et continuer à écouter la suite. Marie-Aurore nous parle ensuite de sa difficulté à se rendre à l'hôpital pour son deuxième bébé, son choix de maison de naissance pour une grossesse et accouchement respecté et le bouleversement lorsque sa fille est restée tête en haut et que ses rêves d'accouchement physiologique en maison de naissance se sont évaporés. Elle nous parle de comment elle a pu travailler ensemble avec la gynécologue qui l'a accompagnée et elle nous parle ensuite de son accouchement voix basse en siège complet. On parle aussi de la parentalité et de son début de chemin vers le témoignage contre les violences qu'elle a subies, dans le but de donner l'exemple à ses filles avant tout. Et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Ça m'aide beaucoup à vous apporter encore plus de récits d'accouchement pour vous inspirer pendant votre grossesse. Et si vous avez envie de partager votre récit d'accouchement positif, rendez-vous dans la description pour me contacter. Bonne écoute! Salut Marie-Aurore, merci de nous partager ton expérience aujourd'hui. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Merci beaucoup Laura de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être avec toi. Moi aussi, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui, surtout pour nous parler d'un accouchement un peu spécial. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et combien tu as d'enfants? Alors, donc je m'appelle Marie-Aurore, j'ai 32 ans, je suis la maman de 2 petites filles, donc Lizzie qui a 4 ans et demi et Louise qui a 21 mois. J'habite vers Lyon et là je suis en transition professionnelle puisque je suis une ancienne RRH qui pense se reconvertir. Alors c'est encore un peu, c'est pas totalement défini, mais voilà, j'entame une reconversion professionnelle bientôt et puis on verra où ça me mène. Ouais, super. Tu peux nous dire dans quel domaine? Alors, j'ai lancé un podcast il y a pas longtemps, donc c'est un média qui m'intéresse énormément sur la parentalité, sur le cheminement personnel en tant que parent suite à la maternité et je voudrais me reconvertir en hypnose parce que l'hypnose a beaucoup de bienfaits pour pas mal de mots MAUX aujourd'hui de notre société. Donc voilà, l'accompagnement des personnes, ça serait l'idée. Super. Donc tu as 2 petites filles, alors tu vas nous parler de 2 accouchements aujourd'hui. De nos précédents échanges, j'ai compris que ton premier accouchement, il a été un petit peu difficile et que le deuxième, il s'est présenté, comme j'aime bien le dire, de façon normale, mais avec une petite variation de la normalité. Et il s'est beaucoup mieux passé. Et dans ces situations-là, j'aime bien, sur le podcast, on est là, on tend à inspirer en fait les expériences positives, mais je trouve que c'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé pendant ces accouchements un peu plus compliqués et ensuite de comprendre la réflexion, le cheminement que tu as eu vers cette expérience plus positive. Et donc si tu veux bien, est-ce que tu peux commencer de nous parler de tes préparations que tu as faites pour le premier accouchement? Et après, je te laisserai nous en parler et je te laisse libre là, de nous partager des détails que tu as envie de nous partager, ceux qui sont importants pour toi, qui ont joué dans ta réflexion pour le deuxième. Et puis après, on passera au deuxième accouchement, ce que tu as fait différemment et comment il s'est passé. J'ai trop hâte de l'entendre.
Allez, c'est parti. Alors, pour Lizzie, déjà, à savoir, avant de tomber enceinte de Lizzie, pendant des années, je ne voulais pas d'enfant parce que j'avais peur de l'accouchement. Depuis toute petite, quand je voyais dans les films des scènes d'accouchement, quoi que ce soit, ça me tétanisait et je disais, oh mon Dieu, comment un bébé peut sortir d'un vagin? Enfin, ça me... Vraiment, là où d'autres personnes pouvaient dire, oh, c'est trop mignon, regarde, le bébé est né, moi, ça me tétanisait parce que je voyais quelque chose de très violent par rapport à l'accouchement. Et donc, quand je suis tombée enceinte de Lizzie, clairement, ça m'a un peu gênée pendant ma grossesse parce que j'étais focus sur l'accouchement en disant, de toute façon, ça va être horrible. De toute façon, ça va pas bien se passer, c'est sûr. Tu vois, comme quoi. Et je crois que je devais le savoir, ça allait pas bien se passer. Et donc, j'ai été très bonne élève dans la préparation à l'accouchement. Je suis bien allée avec mon conjoint à chaque cours, j'écoutais tout, je notais tout, enfin voilà. Mais il y avait ce côté, moi j'en sais rien, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Voyons un petit peu toutes les perspectives possibles et puis on avisera le jour J. J'avais bien compris quand je m'étais renseignée, quand j'avais lu des bouquins et tout, que tu pouvais jamais vraiment prévoir un accouchement. Qu'il fallait accepter que même si tu avais un idéal, il fallait te dire que tout était possible et que si le scénario que tu avais prévu n'était pas comme ça, il fallait pas pour autant que ça te gâche ton accouchement ou quoi que ce soit, qu'il fallait l'accepter, ça faisait partie du processus. Donc ça, je l'avais bien retenu. J'avais pas d'attente particulière. Alors, j'avais préparé un projet de naissance parce que moi, ça me rassurait énormément. Et dessus, j'avais mis alors tout ce que tu peux entendre de très classique. Au maximum, je voudrais attendre à avoir la péridurale. Mais si je veux la péridurale, je la veux bien, s'il vous plaît. Je veux que ça soit très respecté de mon intimité. Je veux des lumières tamisées. Enfin, voilà. Mais bon, moi, ça me rassurait. Puis ça me permettait aussi d'appréhender ce truc qui me paraissait... très barbare, très violent, et je me disais voilà, si j'arrive à être en salle de naissance, si j'arrive à gérer mon contraction au maximum, etc., bah ça se passera au mieux. J'ai fait de l'hypnose aussi pour m'aider à appréhender tout ça. J'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait du yoga. Enfin voilà, plus le terme approchait, plus je me disais j'avais des moments d'angoisse la nuit, je me réveillais en disant mon Dieu, je vais mourir. Et des moments où j'ai mais non, t'inquiète pas, toutes les femmes de l'humanité l'ont fait avant toi, donc tu vas y arriver, c'est possible. Ne t'inquiète pas. Et 15 jours avant le terme, je me suis réveillée le matin avec des contractions dans le dos très fortes. Alors ça aussi, j'avais lu que c'était possible parce que moi je pensais que c'était que dans le ventre. Donc quand j'ai senti dans le dos, j'ai dit oula, c'est bizarre. Et puis bon, au bout d'une heure et que c'est toutes les 10 minutes, tu te dis bon, je crois que c'est tes contractions. J'avais lu qu'on m'avait dit les contractions dans le dos, c'est les pires. Alors je sais pas ce qui est pire, moins pire, je pense que chaque femme c'est différent, mais là je me suis dit bon mince, moi c'est dans le dos, c'est pas grave, ça va bien se passer. Et donc j'ai commencé à avoir pas mal de contractions et tout le monde m'avait dit ne va pas à la maternité tout de suite, reste chez toi, surtout que c'est un premier, ça sert à rien de te précipiter parce qu'après tu vas attendre là-bas ou même tu vas devoir faire l'aller-retour, donc gère au mieux chez toi. Donc là je me suis vraiment mis dans ma bulle et de 6h du matin à midi je suis restée chez moi, j'ai géré comme j'ai pu, mais ça se passait plutôt bien. Puis à midi, là, j'ai dit non, là, j'en peux plus, on y va. Donc on est arrivé à la maternité, on avait une demi-heure de route, et quand je suis arrivée à la maternité, que la sage-femme a regardé mon col, elle m'a dit, écoutez, madame, vous êtes qu'à 2. Donc là, bon, d'accord, c'est pas grave. Et elle a hésité de nous faire repartir chez nous. Et Romain a dit, enfin mon conjoint lui a dit non mais écoutez en fait ouais on est quand même à une demi-heure et tout ça, bon ça nous embête un peu. Elle a hésité puis du coup elle a dit bon écoutez ce que vous faites c'est que vous allez sur le parking et vous marchez histoire de dilater le col etc. Vous marchez. On est resté 4 heures sur le parking et là je me rappellerai toujours de ce parking. Je le connais par cœur maintenant. Chaque contraction, voilà, et forcément le travail s'accélérait, c'était de plus en plus douloureux, c'était de plus en plus compliqué à gérer. Je savais que c'était des vagues et qu'il fallait les gérer, que quand ça s'arrêtait au contraire, il fallait se reposer. Enfin, mais j'étais assez déroutée quand même de la violence qui était de plus en plus croissante et tu sais ce truc où tu te dis
Ouais, je comprends quand, tu sais, quand t'as jamais accouché, tu te dis, est-ce que je vais les sentir, les contractions, tu vois? Est-ce que, si, tu les sens bien. Et puis tu sens que c'est un truc qui devient de plus en plus, tu sens que même si on te parle, tu te renfermes énormément sur toi parce que t'as besoin d'aller puiser dans tes ressources. Et je me rappelle, je disais à Romain, waouh, ça devient de plus en plus dur. Et donc, au bout de 4 heures, on monte, je m'installe dans la chambre, et là, Sacha m'arrive et elle me fait, bah, écoutez, vous êtes toujours à 2,5, madame. Et là, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible, je vous assure, je sens que je suis passée dans une autre étape. Et elle me dit non, non, ça n'a pas bougé. Et là, j'ai une contraction qui est forte, tu vois. Et pareil, un truc qui te transcende. Et je dis non, 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 c'est pas comme les autres. Là, il se passe autre chose. Et là, Sacha me dit, bah, écoutez, non, madame, je vous dis que non, vous êtes qu'à 2, c'est pas possible. Je lui dis, est-ce que je peux avoir la péridurale, s'il vous plaît, maintenant? J'insiste. Et là, elle me dit, bon, bah, ok, si vous voulez, on va voir pour avoir la péridurale, est-ce que vous pouvez marcher dans la pièce d'à côté? Donc, vraiment, la pièce juste à côté. Je dis, bah, oui, allez, c'est bon, on y va, je marche. Je marche difficilement, je m'installe sur la table. Et là, je lui dis, bon, il arrive quand l'anesthésiste? Et elle me dit, oula, pas avant 1 heure. Et là, je me décompose et je dis, non, mais en fait, il faut qu'il vienne maintenant. Vraiment, je sens qu'il faut qu'il vienne maintenant. Tu sais, c'est ta première fois, donc tu sais pas trop, mais voilà, je sentais qu'il fallait réagir tout de suite. Et là, elle me dit, non, non, ça sera pas avant 1 heure, installez-vous, on reviendra. Et elle passe le pas de la porte et ce qui se passe, c'est que là, je crie. Mais c'était une poussée, en fait, j'étais en train de pousser. Et quand elle m'entend, la sage-femme, elle repasse la tête par la porte et puis elle me dit, c'est vous là qui avez crié comme ça? Je dis, bah oui, pardon, je suis désolée, excusez-moi, je voulais pas faire de bruit. Mes contractions, elles commencent à être très fortes là quand même. Et là, elle me dit, mais attendez, allongez-vous, je vais vous sculpter. Et Romain lui dit, mais vous venez de le faire il y a même pas 5 minutes. Elle dit, non, non, mais je vais le refaire. Et là, elle lève la tête, elle devient toute blanche et elle me dit, vous êtes à 10, madame, on y va. Donc en fait, le temps qu'elle me regarde, il a fallu 10 minutes pour que je passe de 2 à 10 et si j'étais en train de pousser, quoi. Lizzie était en train de sortir. Et là, quand elle a levé la tête en me disant, madame, vous êtes à 10, c'est parti, on y va. Je me rappelle, tétanisée en disant, alors en me disant, excuse-moi du terme, je vais être violente, mais merde, je l'avais dit, il fallait la faire, cette péridurale. Et 2, je me suis dit, mon Dieu, mon pire cauchemar va commencer, quoi. Tu vois, la peur que j'avais depuis tant d'années, là, en fait, ouais, je vais devoir accoucher toute seule et sans rien, quoi. Et bon, je me suis dit, bon, bah écoute, t'as pas le choix, tu vas devoir mettre au monde ta fille et sans aide. Donc les sages-femmes sont vite arrivées autour de moi. Et là, quand j'ai compris que j'allais devoir accoucher de manière naturelle, j'ai eu le réflexe de me lever très très fort, de me mettre debout très très fort. Et déjà, quand j'avais marché, quand je m'étais assise pour attendre, en attendant la péridurale, au moment où j'avais eu une poussée, je m'étais mise debout et je sentais que c'était comme ça que je devais accoucher. Et là, les sages-femmes sont arrivées et ont commencé à me bloquer en me disant non, 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 madame, vous vous allongez. Et je leur ai dit, en fait, je vous explique, là, ma fille, elle sort, il faut que je me mette debout. Et j'en étais limite, tu vois, un peu violente en disant, lâchez-moi, il faut, là, elle va sortir, il faut que je me mette debout. Et j'avais qu'une envie, c'était de me mettre dans le coin de la pièce, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, j'avais qu'une envie, c'était vraiment de me dire, bah, quitte à être toute seule, laissez-moi faire mon truc, quoi. Et elles m'ont bloquée, et au bout de 5 minutes, à ce qu'elle me bloque l'épaule en disant, non, non, madame, vous restez couchée, les pieds dans l'étrier, vous bougez pas. Bah, à l'époque, voilà, c'était mon premier enfant, encore une fois, tu sais pas comment ça va se passer. J'ai dit, bon, bah, ok. Et là, sauf que j'ai senti qu'à partir du moment où j'étais couchée sur dos, j'ai senti que ça ralentissait tout. Je sentais que c'était pas, que ça allait être compliqué. Et je reste intimement convaincue que si j'aurais été debout, ma fille serait sortie beaucoup plus rapidement. Sauf que là, à partir du moment où j'ai été couchée, il m'a fallu 45 minutes pour la sortir. Donc la première demi-heure très dure parce que je sentais que je poussais et je sentais que ça avançait pas là où avant je voyais quelque chose qui je sentais l'avancement de Lizzie dans le bassin. Là je sentais plus rien et les sages-femmes me disaient mais non c'est bien, allez-y, on continue. Donc je comprenais pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 20 minutes, un gynécologue est rentré dans la pièce, s'est mis dos au mur et a regardé. Et quand je disais à la sage-femme, mais ça va, je m'en sors bien, ça se passe bien. Et elle me dit, oui, vous êtes super, allez-y, madame, continuez.
Lui a répondu ah bah non, non, ça se passe pas bien, elle est même pas capable de sortir son bébé, quoi. Très condescendant, tu vois, un monsieur qui avait quand même pas mal d'années derrière lui et qui disait bah non, ça se passe pas bien, non, le bébé elle avance pas, ça se passe pas bien. Et j'ai entendu les sages-femmes qui, tu vois, faisaient du mieux qu'elles pouvaient et qui vraiment étaient là en mode on va l'aider, et qui entendaient ce gyné et qui disait non mais écoutez-le pas, faites ce que vous avez à faire madame, on va y arriver. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, normalement le protocole c'est qu'au bout d'une demi-heure il faut une intervention externe, et au bout d'une demi-heure le gyné a réenchéri en disant écoutez madame, si vous n'êtes pas capable de sortir votre bébé, moi je vais le faire, je vais vous faire une épision, on n'en parle plus, je vais vous faire la ventouse et les forceps, et puis au moins il sera là votre bébé. Et moi, dans ma tête, autant te dire, t'avais le signal qui disait non, pitié, déjà que j'ai pas la péridurale, pitié, je veux pas les forceps, je veux pas la ventouse, je veux pas d'épisio, ne me touchez pas à cette zone-là, enfin voilà. Et j'avais bien mis dans mon projet de naissance, dans la mesure du possible, bien sûr, s'il n'y a pas de danger pour moi et mon enfant, ne touchez pas cette zone-là. Et donc quand je l'entendais dire ça, tu vois, toi ça te met un coup de pression. Et à un moment, il a surenchéri et a dit bon allez c'est bon, j'interviens, limite enlevez-vous, je prends la place, c'est moi qui fais. Et là, j'ai regardé Romain savait très bien ce que je pensais, il m'a dit prouve-lui qu'il a tort, vas-y. Là enfin et même moi j'ai dit j'ai pas fait tout ça pour que tu vois quelqu'un mette au monde ma fille. Enfin j'ai pas fait tout ça pour rien quoi. Je vais la sortir ma fille au final. Et j'ai eu la phase là de délivrance où tu sais tu te crois mourir et qu'au final en fait c'est là où ton bébé sort. Donc Lizzie est sortie. Là je me suis dit hurrah, c'est bon, je l'ai sortie toute seule. Donc j'étais hyper fière, j'ai entendu pleurer, c'était magique. Et là en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a posé Lizzie sur moi. Et le placenta a suivi. Donc normalement, le placenta, ça peut être plus ou moins long pour qu'il sorte. Là, bon, il est sorti tout de suite. Et le gyné a pris le placenta et l'a posé splash devant mon conjoint. Donc mon conjoint, ça va qu'il était pas sensible, mais tu vois, un peu regardé genre merci, c'est charmant. Et surtout, le gyné à ce moment-là a dit ah tiens, il est un peu hachuré. Toi, enfin, ouais, il est pas exactement parfait, mais bon. Ça va, il était pas paniqué non plus, mais tu vois, oh tiens, il est un peu hachuré. Mais moi moi et Romain, on était, voilà, j'avais mon bébé, j'avais qu'une envie, c'était faire la mise au sein, elle était belle comme tout. Comme je vous le disais, les prochaines minutes peuvent heurter la sensibilité. Si vous souhaitez passer ce moment, vous pouvez avancer à partir de 25 minutes. Et là, j'ai senti une douleur, j'ai cru mourir, clairement. Je me suis dit, je suis morte, en fait. Il pensait que j'avais la péridurale, et il a fait une révision utérine à vif. Donc, si j'aurais eu la péridurale, en fait, j'étais pas du tout en train de faire une hémorragie interne, il n'y avait pas du tout obligation d'intervenir, c'est pas comme si, voilà, je perdais beaucoup de sang et qu'il fallait intervenir vite. Là, non, mais comme c'était assuré, et qu'il s'est dit, bon, la péridurale, bon, dans le doute, je fais une révision utérine, je regarde s'il n'y a plus rien là-dedans, et au moins on est tranquille. Sauf que je n'avais pas la péridurale et qu'il l'a fait à vif. Donc autant te dire, t'as ton bébé qui vient de sortir, voilà, et t'as un homme qui vient mettre sa main et plus dedans, c'était horrible. Et je me rappelle avoir vu ma fille m'être dit, ça y est, c'est fini, j'ai mon bébé, et d'un coup, j'ai ma tête qui est partie en arrière, mes yeux en arrière, je me suis dit, je suis morte. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis morte. Et là, les sages-femmes, en fait, ne l'ont pas vu, cette scène, parce qu'elles étaient à ce moment-là juste à côté de moi. Lizzie venait juste de sortir. Elles étaient à côté de moi. Romain était à côté de moi. Et quand ils m'ont vu partir en arrière et avoir mon corps j'étais en train de lâcher Lizzie, parce que je suis partie, je me suis tétanisée, quoi. Les sages-femmes ont tourné la tête vers le gyné et ont hurlé, non, elle n'a pas la péridurale, non, ne faites pas ça. Mais c'était trop tard. Romain a vite rattrapé Lizzie avant qu'elle tombe, et là le gyné a levé la tête en disant ah mince, bon appelez l'anesthésiste. Et là l'anesthésiste est arrivé là, parce que du coup il était juste à côté, il est arrivé, il m'a fait une péridurale et je me suis endormie. Donc je me suis réveillée 2 heures plus tard complètement sonnée. Alors je comprends pas, parce qu'en fait j'avais ma fille contre moi. D'un coup, je me suis dit, je suis morte. Et là, j'ouvre les yeux et je vois Romain qui est assis dans la pièce. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus personne. Il est en peau à peau. Et moi, je me dis, mais tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je comprends pas. Donc là, Romain me dit, écoute, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et apparemment, il y avait urgence. Donc l'infirmière a dit, la sage-femme a dit qu'il avait fallu intervenir. Mais tu vois, j'en sais pas plus. Puis c'est ton premier enfant, tu sais pas. Enfin.
Romain s'est dit, il y avait une urgence, tu vois, qui a nécessité ce geste-là. Donc, en gros, c'est ok, mais on a su après que c'était pas du tout ça. Donc, j'ai pas pu faire la mise au sein. Et le problème, c'est que j'ai accouché le soir. Et du coup, j'ai voulu, quand je suis remontée dans ma chambre, j'ai voulu faire la mise au sein. On m'a dit, bah non, on vous a mis du produit pour l'anesthésie générale, donc vous pourrez pas allaiter votre fille avant le lendemain. Et je me suis dit, mais je peux pas laisser ma fille sans faire la mise au sein toute une nuit. Enfin, je sais pas. Voilà. Et on m'a dit, si, mais en fait, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Et toute la nuit, Lizzie, ça m'avait marqué. Mais bon, à l'époque, encore une fois, je savais pas. Toute la nuit, elle avait un besoin tu voyais un besoin de succion très très fort. Et moi, j'étais complètement, encore une fois, hein, je me réveillais l'anesthésie, enfin voilà, t'as le contre-coup aussi. Et je dis, mais il faut que je la mette au sein. Et Romain disait, bah non, on nous a dit qu'il fallait pas le faire, donc fais-le pas. Et il lui mettait le petit doigt dans la bouche sauf qu'il y avait rien du tout, mais bon, ça l'a un peu soulagé. On a appelé nos parents en panique en disant, apportez vite une tutu, parce qu'en fait, on sait pas quoi faire et on voit qu'elle est pas bien et tout ça. La mise au sein était compliquée parce que tout de suite, elle a aspiré très très fort et très très violemment. Forcément, Bichette, sauf que moi, ça fait crevasse. Enfin bref, ça a impacté énormément l'allaitement. On sait pas le débat, mais ça a été du coup compliqué. J'ai dû allaiter pendant 2 mois et demi avec des bouts de sein uniquement parce qu'elle avait une succion qui était hyper violente, quoi, hyper virulente. Et le lendemain matin, non, ce qui s'est passé, c'est qu'après la maternité, on nous a un peu... le personnel était un peu distant avec nous, tu vois, on nous disait ça va, mais tu sentais que c'était un ça va, genre, ça va, vous allez bien? Mais bon, nous, à ce moment-là, on l'a pas traduit comme ça, parce qu'encore une fois, c'est ton premier enfant, tu sais pas, puis ça y est, t'as ton bébé, tu te dis, allez, c'est bon, c'est fait. Dès qu'on me disait comment ça s'est passé, ton accouchement, je pleurais, mais on me disait, ah, c'est les hormones, c'est normal, c'est le contre-coup, voilà, bon, après, ok. Et en fait, le dernier jour, ce qui s'est passé, c'est que quelques heures avant qu'on parte, donc on n'a pas revu le gyné, hein, c'est d'autres gynés qui sont venus, mais jamais le gyné qui était là pour l'accouchement. Et quelques heures avant qu'on parte, la sage-femme qui était présente pour l'accouchement, qui était là et qui avait été très... même si elle m'avait demandé de rester couchée, elle avait toujours été voilà très gentille et bienveillante. Elle est rentrée dans la chambre et quand elle est rentrée, elle s'est effondrée en larmes. Elle s'est effondrée en larmes et là on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Elle est rentrée en larmes et elle nous a dit, elle s'est excusée pour ce qui s'était passé. Elle a dit voilà, ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer comme ça. Je risque ma place en vous le disant. Mais je me dois de vous le dire parce que c'est ma conscience professionnelle là qui est en jeu et voilà, après vous en ferez ce que vous voulez. Et donc là, elle nous a dit que le gynécologue, il n'y avait pas d'urgence pour faire son geste, qu'il n'y avait pas eu nécessité de le faire, c'était une faute, et qu'il pensait que j'avais eu la péridurale et que si j'aurais eu la péridurale, ça aurait été un geste anodin, mais que là, en circonstance, il avait pas à faire ça, c'était un geste invasif, qu'il n'avait pas prévenu de son geste aussi, parce que juste s'il aurait dit bon bah écoutez, dans le doute, je vais faire une révision utérine, les sages-femmes auraient tout de suite pu lui dire bah non, écoutez, madame n'a pas la péridurale. Donc il n'avait pas prévenu de son geste, il a fait son geste et après bon bah plutôt que de dire enfin voilà, bon après je peux comprendre. Il a dit bon bah écoutez, appelez vite l'anesthésiste et elle s'endort et on n'en parle plus. Et donc nous on savait pas trop comment traiter ces informations, on était jeunes parents, tu vois, bon tu te dis c'est fini, c'est fait, moi je vais bien, ma fille va bien et c'est vrai, je vais bien, ma fille va bien, c'est bon. Et elle nous a juste dit bah écoutez moi, je vais donner ma version des faits dans votre dossier parce qu'il faut qu'il y ait une trace. Le gyné donnera une autre version. Forcément, il dira qu'il y avait une nécessité. C'est sa parole contre notre parole. Sa parole fait foi parce que lui est gynécologue et nous, on n'est que sage-femme. Mais sachez que moi, je vous le dis à l'oral, voilà, ce que vous avez subi n'était pas normal et je vous souhaite voilà le meilleur pour la suite et j'espère que ça se passera bien et tout ça. Et pendant des mois qui ont suivi, dès qu'on me parlait de mon accouchement, je pleurais à chaque fois beaucoup. Tu vois, je me mettais à transpirer. Enfin, j'avais une réaction qui était pas normale. Donc au début, tu te dis bah oui, c'est normal, c'est le contre-coup, c'est le choc. Mais quand ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an et qu'à chaque fois qu'on te parle de ton accouchement, tu te mets dans des états, tu sais, un peu des états de choc, tu vois, à transpirer, à être pas bien, à te dire mais à angoisser. Bon, c'est pas bien normal. Mais à l'époque, je m'étais pas dit que c'était des violences obstétricales et gynécologiques. À l'époque, je m'étais dit bon ben voilà, c'est un malheureux événement qui arrive et c'est comme ça. Mais à force de me renseigner, de lire aussi sur les réseaux, il y a eu pas mal à ce moment-là, je trouve d'interviews aussi de personnes qui disaient avoir subi des violences obstétricales gynécologiques. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Cette notion aussi de toute puissance un peu des gynécologues, le rapport entre sage-femme et gyné, les sachants et ceux qui ne savent pas, aussi ce côté infantilisant qui pour moi n'avait pas sa place dans un environnement médical. Enfin,
je me suis pris, j'ai pris conscience de tout ça, et là, ça m'a permis aussi de poser des mots sur ce que j'avais vécu, et de me dire, bah voilà, ce qui est arrivé, je blâme pas le gyné, ce qui s'est passé, ça s'est fait, et c'est comme ça, mais il y a quand même un problème, voilà, il y a quand même quelque part un problème dans les maternités, dans l'organisation. Je ne blâme pas le personnel, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais il y a des dysfonctionnements, et c'est dommage parce que des mamans en souffrent, voilà, de tout ça. Et dès qu'on me parlait de deuxième bébé, j'avais dit c'est bon, ça a été assez dur pour Lizzie, en plus elle a eu des reflux derrière, enfin je m'étais dit non. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Lizzie a eu 2 ans, un peu, non, après c'est à 1 an et demi, il y a eu le Covid. Et là, autant Lizzie, j'avais pas forcément, j'étais tombée enceinte, mais sans, tu vois, c'était pas un désir profond d'avoir un enfant. Autant là, Louise, c'est devenu, ça m'a pris au trip, et j'ai dit, mais en fait, je veux un deuxième enfant. J'en ai besoin, j'ai envie d'avoir, et tu vois, il y avait aussi ce truc de dire, je veux avoir un deuxième enfant, mais cette fois-ci, ça se passera différemment. Et, j'ai eu 2 phases. J'ai eu la première phase où j'ai dit non, c'est hors de question, j'aurai pas de deuxième enfant, c'était trop horrible, c'était trop dur, je veux pas. Et après, je l'ai retourné en me disant, mais attends, tu vas pas laisser quelqu'un, qui en a rien à faire, hein, tu vas pas laisser quelqu'un te voler peut-être ton désir de maternité, ton souhait d'avoir un enfant, pour un malheureux événement. Tu vois, quelque part, c'est injuste de le laisser, alors c'est pas laisser gagner, c'est pas ça, il y a rien à gagner, mais je vais pas laisser cet événement de ma vie m'empêcher d'avoir un deuxième enfant, de pouvoir serrer un deuxième enfant dans mes bras. Et j'étais aussi plus renseignée, plus à même sur les sujets, donc je me suis dit, aborde-le différemment. Cette deuxième grossesse, ça sera pas ta revanche, mais presque, tu vois. Ça peut se passer différemment. Ne reste pas sur cette note de l'accouchement hyper traumatisant et juste horrible. Je veux que mon histoire, elle s'écrive différemment. Je veux que ça se passe différemment. Donc quand je suis tombée enceinte de Louise, j'ai eu des phases de panique en disant mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai eu des moments où je dis non, là ça sera mes règles. Et la première règle que je m'étais dit dès que je suis tombée enceinte, c'est de me dire j'ai la chance d'avoir une maison de naissance à côté de moi. Je sais qu'il y en a très peu en France, il doit y en avoir une dizaine. La maison de naissance, c'est exactement ce que je veux. Parce que quelque part, quand j'avais pas Lizzie, tu sais pas ce que c'est d'accoucher sans la péridurale. Et là, je m'étais dit, je l'ai fait pour Lizzie. Finalement, ma fille, je l'ai mis au monde. Alors, ça a été compliqué parce que j'étais sur dos et que je sais très bien que c'était pas la position idéale, mais j'ai réussi à le faire. Donc, de toute façon, je sais que je peux le faire, je sais que j'ai la ressource pour le faire. Donc, accoucher de manière physiologique, ok. Dans un environnement où je serai, écoutez, ça sera bienveillant, où il y aura pas des touchés à chaque fois pour vérifier le col. Enfin, tu vois, beaucoup plus respectueux de mon intimité, parce qu'après cet épisode, après l'accouchement de Lizzie, je ne voulais plus qu'on me touche sur cette zone-là. Enfin, j'étais vraiment, il y avait un trauma qui s'était mis en place, et voilà. Donc, je me suis dit, la maison de naissance, dans l'image que j'en avais, beaucoup plus respectueux du corps de la femme, beaucoup plus respectueux aussi de tes sensations, beaucoup plus intimiste, avec ton conjoint qui peut être à côté de toi, tu peux coucher dans l'eau ou pas, enfin voilà, ça m'ouvrait un champ des possibles. Je me suis dit mais c'est génial, et en plus j'en ai une à côté de chez moi, mais bingo quoi. Et j'ai rencontré 2 sages-femmes, mais alors en or, qui m'ont permis de poser des mots sur ce que j'avais vécu pour mon premier accouchement, déjà, tu vois, de faire... Elles m'ont expliqué tous les gestes qui avaient été effectués, pourquoi ça avait été fait ainsi, les erreurs qui avaient été commises, sans blâmer, mais encore une fois, juste dire, voilà ce qui s'est passé, que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé. Et me dire aussi l'accouchement, outre ce que j'avais appris pour mon premier accouchement, comment souffler, tout ça, là, voilà exactement comment ça se décompose. Voilà, tu vois, la phase de délivrance que tu avais sentie, où tu t'es dit, là, je vais mourir, en fait, c'est normal, c'est naturel. Et puis les vagues, comment tu les traites, comment... Elles m'ont permis de me réapproprier mon corps, et surtout de me dire, c'est possible. Là où tu te dis, non, mon Dieu, si j'ai pas la science derrière moi, je ne vais pas y arriver. Là, tu te dis, finalement... Si c'est possible, j'ai les ressources, et en plus, je suis accompagnée, je suis soutenue par mon conjoint, elles seront là le jour de l'accouchement. S'il y a quoi que ce soit, je peux être transférée à l'hôpital, parce que c'est aussi ça, tu vois, je voulais pas pour autant accoucher toute seule chez moi, je m'en sentais pas, ça me stressait trop, et là je me disais, mais c'est jackpot, t'as tout sur une maison de naissance, et pour moi c'est le rêve ultime, quoi. Donc j'ai suivi tout le cursus en maison de naissance, ça se passait bien. Et le dernier 2 mois avant l'accouchement, tu passes l'échographie, et puis là on me dit il y a un petit souci, Louise est à la tête en haut, c'est un bébé tête en haut, puis vraiment tête en haut, pied en bas.
Et là, je dis, bah mince, c'est quoi le problème? Et on me dit, bah malheureusement, ça fait aujourd'hui partie des contre-indications pour accoucher en maison de naissance. Comme le fait d'avoir des jumeaux, comme le fait, enfin voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que, alors pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que comme elle disait un accouchement, enfin un bébé en siège, c'est naturel aussi. Il n'y a pas de, plein de femmes ont accouché d'un bébé en siège et tout se passe bien. Mais légalement parlant, elles n'ont pas le droit parce qu'en cas de complications, ça peut se retourner contre elles. Et aujourd'hui, les maisons de naissance, c'est tellement quelque chose de fragile aussi en France, voilà, qu'elles peuvent pas prendre le risque et je le comprends totalement. Donc elles m'ont dit malheureusement, si Louise ne se retourne pas, on ne pourra pas t'accompagner, on ne pourra pas faire ce chemin de maison de naissance. Donc là, je me suis effondrée. Je me suis dit mon Dieu, c'est comme le cauchemar qui recommence. Tu vois, rien que d'y penser, ça a été dur. À encaisser, ça a été dur, sachant que pendant 7 mois, je me suis dit ça y est, je vais l'avoir mon accouchement. Donc là, elles m'ont réorientée vers l'hôpital. Et j'ai rencontré une gyné à qui j'ai expliqué ce qui s'était passé la première fois. Et je lui dis, mais là, pour ce deuxième accouchement, ça peut pas se passer comme ça. Je le supporte pas. Et j'en étais arrivée au stade où c'était pas l'idée d'accoucher qui me stressait, c'était l'idée d'aller à l'hôpital qui me stressait. Et comme je lui avais dit, c'est pas contre vous, et voilà, je sais bien que j'ai vécu un acte isolé, mais j'en arrive à plus angoisser de venir vous voir que de mettre au monde mon enfant. Et c'est totalement contre-productif parce que, enfin, si je commence à perdre les os, j'en sais rien, et d'avoir des contractions, et qu'au moment où j'arrive, je deviens tétanisée, et je commence à avoir des bouffées de chaleur, et que quelque part, tu vois, je me ferme, je vais faire comment pour mettre au monde mon enfant si je... C'est ce qu'on parlait, on disait les animaux, pour qu'ils mettent au monde leurs bébés, ils ont besoin de se sentir bien, en sécurité, etc. Alors que moi, là, c'était complètement l'inverse. Je me sentais en zone hostile. Et j'arrivais pas à déconstruire ça. J'arrivais pas à me dire, l'hôpital ne me veut pas du mal, l'hôpital me veut du bien et veut m'aider à accompagner mon enfant. Même si je savais que c'était une croyance, j'arrivais pas à m'en défaire. Et j'ai dit, là, on a un problème parce que je vais rester chez moi. En fait, j'arriverai pas à monter dans la voiture et à venir vous voir. Et ça peut me mettre en danger, mon enfant et tout ce qu'il y a derrière. Donc elle m'a dit, écoutez, on va faire de toute façon le protocole en cas de bébé en siège, c'est la césarienne. Et là, j'ai eu la chance justement d'être entourée des sages-femmes de la maison de naissance qui m'ont dit, on va te dire ça, mais sache que, alors tu peux accepter, hein, bien sûr, si ça te convient et que t'es ok, y a pas de problème, mais si t'es pas ok, t'as le droit de le dire, parce que c'est pas une fatalité en fait d'accoucher par césarienne pour un bébé en siège. Donc j'ai dit à la gyné, je lui ai dit, écoutez, non, si je peux, je veux accoucher de mon bébé de manière naturelle, je ne veux pas, si j'en ai la possibilité, je veux éviter la césarienne. Donc là j'ai eu, elle l'a très mal pris en me disant, écoutez, c'est pas comme ça, nous aussi on a des protocoles. Je dis, oui, mais écoutez, moi j'insiste parce que je pense que c'est possible et je veux me donner la chance de le faire. Tu vois, c'est dur parce qu'entre le premier accouchement où je me laissais totalement porter, tu vois, en disant là, c'était pas, j'allais pas contre eux, mais j'avais la force de dire en fait, je vous explique dans les faits, non, c'est possible. Donc si je veux accoucher de manière naturelle, si je veux me donner cette chance-là, je le ferai. Et c'est comme ça, il n'y a pas de débat en fait. Donc là, elle m'a dit bon, ok. Donc il y a eu plusieurs rendez-vous, puis au final, elle m'a dit bon, ok, on fait pas la césarienne. Par contre, on va vérifier le bassin, parce que si le bassin est pas bon, vous n'aurez pas le droit d'accoucher par voie basse. Bon, je dis ok, très bien, on fait pas de souci, je joue le jeu, on fait la radio du bassin. Par chance, j'avais, selon les mots, un bassin du tonnerre. Alors c'est marrant parce que sur la radio, tu vois vraiment la tête en haut, les petits pieds en bas, et là ils disaient c'est bon, ça peut passer. Je dis bon très bien, merci, tous les voyants sont ouverts, très bien. Et moi pendant tout ce temps-là, j'essayais que Louis se retourne parce que comme jusqu'au bout, j'ai dit non, il faut que je me donne la chance d'accoucher en maison de naissance. Donc j'ai essayé, tu sais, quand vers ton pied là où on te met des petites aiguilles et tout ça, enfin la moxibution, non c'est ça, je sais plus comment on dit, c'est ça, la moxibution. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé l'ostéo, j'ai tout essayé, je crois. L'acupuncture, tout, mais elle ne s'est jamais retournée, choupinette. Et je suis allée jusqu'à l'aversion. J'ai beaucoup hésité l'aversion, parce qu'on m'avait dit que c'était violent, parce que, tu vois, je disais, mais non, si elle est comme ça, d'un côté, c'est qu'elle a à être comme ça, puis d'un autre côté, je disais, mais si juste essayer de la tourner, ça me permettait d'avoir l'accouchement, tu vois, et que je souhaite, et que je sois pas en douleur, parce que là, j'en faisais des cauchemars la nuit, enfin, c'était horrible. Bon, au final, j'ai dit, allez, on tente l'aversion, ça marche tant mieux, ça marche pas. Par contre, c'est la dernière étape. Si là, ça marche pas, j'arrête de vouloir la forcer à tout prix, quoi. Et on a tenté l'aversion avec cette gyné à l'hôpital, qui a été très bien, voilà. Même si c'est un geste violent,
qui m'a mise dans de bonnes conditions. Et il y a un moment, elle a dit stop, elle se retournera pas. Faut accepter là qu'elle se retournera pas. Donc, poum, deuxième coup de massue, là tu te dis bon ok, je m'accroche à quelque chose qui n'arrivera pas, il faut l'accepter. Et là on était à 3 semaines avant l'accouchement quoi. Ils m'ont quand même fait programmer une césarienne par sécurité si le bébé arrivait après terme. Et là je leur ai dit écoutez, si j'accouche naturellement, je veux pas de péridurale. Vous me faites pas de péridurale. Pour ma première, je reste marquée par l'idée que j'aurais dû accoucher debout ou à 4 pattes, mais en gros pas accoucher sur dos parce que ça ralentissait tout. Laissez-moi faire. Et elle m'a dit non, ça par contre je refuse et ça sera niette. Par confort, elle m'a dit quand votre bébé va sortir, elle va sortir par les pieds. Et ce qui se passe, c'est que il faut pas toucher le bébé parce que sinon il risque de prendre sa première respiration dans le ventre. Et là, il y a un risque que le bébé, que ça soit grave. Donc il ne faut surtout pas toucher le bébé pour le bébé en siège. Par contre, il faut lui donner un support pour ses pieds pour que le bébé puisse s'appuyer sur ses pieds et pour pouvoir après trouver la force de se pousser et donc sortir après le dos et la tête parce qu'elle était vraiment comme ça. Donc elle m'a dit moi par confort, si vous accouchez à 4 pattes ou debout, il va falloir que je sois vraiment dessous et que en gros on soit toutes dessous vous à vous aider et elle a dit je me sens pas de le faire. Je ne veux pas le faire. Et puis en plus comme elle m'a dit, il y a pas que moi, c'est que le jour où vous allez accoucher, ça sera peut-être pas ma garde, ça sera mes collègues et on est 8 collègues dans cet hôpital et personne ne voudra le faire. Clairement, je vous le dis, ça sera niette. Bon, et là j'ai senti, tu vois, que autant il y a des batailles que je pouvais mener, comme la césarienne, autant là j'ai vu que c'était une bataille où ça servait à rien. Et j'en ai parlé avec les sages-femmes de la maison de naissance qui m'ont dit, écoute Marie-Aurore, si c'est le compromis, tu vois, c'est pas grave, c'est pas grave et voilà. Et tu vois, je me suis dit aussi, ok quoi, s'il faut la faire. Et au contraire, au moins j'aurais eu les deux, tu vois, j'aurais eu la péridurale et pas la péridurale et voilà. Donc, 15 jours avant le terme, j'ai perdu les os, ce que j'avais pas eu pour Lizzie. Et là, quand j'ai perdu les os, je suis revenue à mon angoisse que j'avais eu pour Lizzie. Tu vois, ce truc qui te dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va finir? Et je me suis retrouvée tétanisée chez moi. C'est-à-dire, j'ai perdu les os. Donc là, mon conjoint a commencé à dire, allez, on prend la valise, on y va, go, go, go. Et j'y arrivais pas. J'arrivais pas à partir. J'ai eu peur, clairement. Et pas peur d'accoucher, mais peur d'aller à l'hôpital. Ce que je redoutais est arrivé. Donc j'ai attendu que ma belle-mère arrive à la maison pour s'occuper de ma grande. Et même ma belle-mère m'a dit, mais Marie-Aurore, là tu pars en fait, ça fait 2 heures, tu pars. Tu as des contractions de plus en plus fortes, tu y vas. Et ça a été dur de prendre sur moi et de dire, allez, j'y vais. On y va, on monte dans la voiture, on y va. Donc bon, je suis montée dans la voiture, on est arrivé à l'hôpital. Elle ne s'était toujours pas retournée, tu vois, on a tenté quand même une dernière écho en disant peut-être que c'est retourné au dernier moment, mais non, c'est pas retourné. Et là, l'anesthésiste est arrivé en me disant écoutez madame, ils étaient tous hyper, c'était le bébé en siège, tu vois, c'était l'événement de l'année, c'est tellement pas courant que quand je suis arrivée, on se disait c'est la maman qui a un bébé en siège, tu vois. Et là tu fais wouhou, c'est l'événement, on fait la fête. Et heureusement, c'était la gynécologue qui m'avait suivi, qui m'avait fait la version et qui voulait que j'ai la péridurale, mais qui m'avait quand même suivi avant, qui était là. Donc tu vois, je me suis dit bon, il y a quand même ne vois pas le mal partout. Regarde, t'as aussi des choses qui se passent bien et elle est là ce jour-là, elle connaît ton histoire, elle sait ce qui s'est passé, donc tu pars quand même avec des billes supplémentaires. Et oui, pareil, juste avant, dans les rendez-vous qu'on avait eu au préalable, là, elle m'avait dit, écoutez, les bébés en siège, c'est pas courant, donc s'il vous plaît, est-ce que il pourra y avoir tous les internes, etc., le jour de l'accouchement, parce que c'est hyper intéressant aussi pour eux d'apprendre et tout. Et ça, on me l'avait, les sages-femmes de la maison de naissance m'avaient prévenu en me disant, attention, c'est possible qu'on te dise ça. Et là, j'avais répondu en disant que je comprenais que ça soit hyper intéressant pour les sages-femmes, les internes, tout ça, mais que je ne voulais pas et que je voulais que ça soit intimiste, que j'en avais besoin avec ce que j'avais vécu et que je voulais le strict minimum. Et que s'il fallait sortir les crocs, je sortirais les crocs. Et c'est ça mon problème, c'est que je pense dans l'état d'esprit, je suis arrivée à l'hôpital en mode, tu vois, on va m'attaquer. Tu vois, j'avais pas le bon état d'esprit. Alors je savais qu'il fallait que je travaille dessus, mais tu vois, j'étais très sur la défensive. Et quand je l'ai vue, cette gyné-là, j'ai un peu relâché en disant, elle le sait. Elle sait pourquoi, elle sait ce qui s'est passé, donc elle sera compréhensive.
Et donc, quand je la vois, je me dis, bon, ok, super, elle est là. Elle a bien mis la salle un peu tamisée. Et quand l'anesthésiste est arrivé, donc il a fait la péridurale, là, tout de suite, tu te dis, bon, tant pis, ça sera les dernières vagues que je vais connaître. Mais, tu vois, je les ai vraiment, par contre, savourées, mes contractions, en disant, c'est les dernières des dernières. Enfin, tu vois, ça me rapproche de mon bébé. Et maintenant, il y a la péridurale, ben, c'est bon. Du coup, ils m'ont fait la péridurale. Et c'est marrant parce que je sentais vraiment quand... Je me rappelle, je me suis mise sur le côté et je sentais que c'était pas la tête en bas. Je sais pas comment dire, mais je le sentais. Et à un moment, mon conjoint, il est passé devant, il me dit, oh, je vois des pieds qui apparaissent. Il dit, tu veux que je prenne une photo? J'ai dit, non, non, tu ne prends pas de photo. Non, c'est horrible. Non, je veux pas voir. Mais il dit, c'est quand même très, c'est marrant, quoi. C'est marrant de voir le petit pied qui sort. Et, je me rappelle, c'est fou, hein. Je me rappellerai toujours, c'était 3h15 du matin. Et j'ai dit, là, ça va s'accélérer, 3h30, elle est là. Et là, la sage-femme est rentrée, la gyné est rentrée, elle m'a dit, bon, bah, c'est bon, je crois que c'est bon, on va y aller, on pousse. Et à 3h30, elle était là. Donc, ça s'est passé tout en douceur. J'ai poussé, je sais pas, ouais, un quart d'heure, même pas. Et quand elle est sortie, ils l'ont posée sur moi. Et là, j'ai eu le réflexe, tu sais, le trauma qui ressort. On l'a posée sur moi, je l'ai serré très fort, très fort. Et j'ai tout de suite regardé la gyné. C'est l'air de dire, attention, hein, vous me le refaites. Je te surveille, hein. Vous touchez pas. C'est ça, mon placenta va sortir, on fait attention. Et la sage-femme a voulu donc prendre Louise pour faire la laver et tout ça. Et j'ai du mal à la lâcher. Tu sais, ce truc genre, mon moment là, j'attendais, laissez-moi en profiter. Elle a pris Louise. J'ai dit à Romain, tu la lâches pas. Tu la lâches pas. Je veux pas perdre mon bébé. Lizzie, ça m'avait marqué de pas avoir été là pour ses premiers moments. Et là, il y avait un truc, je voulais en profiter. Je voulais la voir, je voulais les vivre, tout ça. Donc, ils l'ont vite nettoyée. Et j'entendais Romain qui disait à la sage-femme, vous la ramenez vite sur la maman, hein, vous la ramenez vite sur la maman. Elle la veut, la maman. Et quand le placenta est sorti, je l'ai vu, la gyné m'a dit c'est bon, tout va bien, tout se passe bien, tout est ok, rassurez-vous. On a posé Louise sur moi. Et là, tu sais, la rencontre avec Lizzie, je l'ai eu que pour moi que le lendemain matin. Donc, quand je l'ai prise dans mes bras et que je me suis dit, oh, tu sais, ce truc cette électricité que t'as dans tout le corps et tu dis, c'est mon bébé. Tu vois, ce truc qui t'envahit, cette vague d'amour indescriptible, je l'ai eu le lendemain pour Louise. Et là, pour Lizzie, pardon. Et là, pour Louise, je l'ai eu sur moi et là, je l'ai senti, là, maintenant. Je l'ai eu mon moment. Tu vois, je l'ai eu ma rencontre avec mon bébé. Et en plus, j'ai eu de la chance, Louise avait ouvert les yeux. Elle avait déjà ouvert les yeux. Et j'ai plongé mon regard en elle, tu vas rien te le dire, ça me fout les poux. J'ai plongé mon regard en elle, et là je me suis dit, mais je t'aime, mais à l'infini. Tu sais, t'avais cette question de dire, j'ai un deuxième enfant, est-ce que je l'aimerais autant que mon premier, tu vois, enfin. Et là, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais mon cœur, il s'est doublé. C'est incroyable. Et je me rappelle que, donc là, les sages-femmes sont sorties, m'ont dit, on vous laisse avec votre bébé. Et dans mes souvenirs, on m'avait dit, tu vois, ces moments-là, ça dure 1 heure, 2 heures, puis après tu remontes dans ta chambre. Sauf que là, comme c'était 3h30 du matin, j'ai eu la chance que ça dure beaucoup plus longtemps. Et Romain était claqué, c'était 3h du matin, enfin bref. Il s'est endormi tout de suite à côté de moi, on était que tous les 3 dans la chambre. Et moi, je suis restée jusqu'à 6h du matin, je me rappellerai toujours, avec Louise qui était dans mes bras, donc qui au début a tété et qui après s'est endormie. Et je l'ai juste fixée. J'étais claquée, hein, j'étais épuisée. Mais je l'ai fixé de 3h30 du matin à 6h du matin. J'arrivais pas à enlever mon regard et je me suis dit, tu vois, là, à ce moment-là, il est hors du temps. Pardon, je suis toute émue parce que vraiment, je me suis dit, c'est mon bébé, je l'aime, mais alors de tout mon cœur. Et ce moment-là, je sais, tu sais, il y a des moments dans ta vie, tu te dis ça va rester gravé toute ma vie dans mon cœur. Je l'oublierai jamais. Et là, je me suis dit, là, tu vois, ce moment-là, il restera toujours. Quoi qu'il arrive, je l'oublierai jamais ce moment-là. Donc c'était magique. Et à 6h, quand la sage-femme est arrivée en disant bon bah allez, il va falloir remonter dans votre chambre, là tu te dis bon allez, c'est le retour à la réalité et la vie va reprendre son cours, mais c'était un moment hors du temps et magique. Vraiment magique. Voilà. Je suis toute émue, pardon. Ouais, non, Sensibilité plus. Ah.
Oh C'était très non, beau. ouais, c'est beau. Ouais, je suis trop contente que tu aies eu. Tu parlais de revanche, c'est pas une revanche, mais tu vois, c'est un peu. Je pense que ça t'a Non, guéri de ton premier accouchement et ça te. Ouais, non, c'est vraiment complètement. super. J'ai eu deux accouchements opposés. J'ai eu un accouchement sans péridurale avec péridurale, un bébé en siège, un bébé pas en siège. Enfin, j'ai eu deux très différents. Mais ce deuxième m'a réconcilié avec la possibilité d'avoir un accouchement, tu vois, serein. Alors oui, ça s'est pas passé comme je voulais. Oui, j'ai pas accouché en maison de naissance. J'aurais rêvé accoucher dans une baignoire ou debout ou à quatre pattes, mais c'est pas grave parce qu'elle a décidé d'être tête en haut et c'était très bien comme ça. Et finalement, elle fait partie des rares bébés en siège. Bah c'est super, ça fait partie de son histoire et quelque part je me dis, tu vois, est-ce que quelque part elle avait pas à être en siège pour aussi me réconcilier avec l'hôpital parce que autrement l'histoire aurait été différente. Tu vois, je me dis quelque part, est-ce qu'il n'y a pas eu je sais pas, j'en sais rien, c'est peut-être le hasard, mais je me dis que elle m'a prouvé que tu pouvais accoucher à l'hôpital et que ça pouvait aussi se passer sereinement et dans de bonnes conditions, quoi. Hmm. Donc juste pour ça, c'est chouette. Ouais, non, c'est vrai, c'est super, hein. En parlant de justement que c'était deux accouchements différents, maintenant que tu as un peu du recul, est-ce que tu trouves que il y a eu une différence à l'après avec justement tes filles Est-ce que tu as trouvé que c'était plus facile, même oui, c'est un deuxième, c'est sûr que ça va être plus facile entre guillemets, mais quelque chose de plus instinctif peut-être avec ta deuxième, plus rapidement. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait Oui, une complètement. différence? Oui, complètement. Avec Lizzie, je ça a été l'amour fou tout de suite, immédiatement. Mais tu vois, l'allaitement a été plus compliqué à mettre en place. C'était un premier bébé, j'étais très stressée, c'était tout nouveau pour nous et j'ai eu du mal à savourer. Alors que Louise, j'étais vraiment dans la posture, je sais ce qui va se passer. Lizzie, j'avais hâte qu'elle grandisse, tu vois, j'avais hâte qu'elle ouvre les yeux, j'avais hâte de voir les premiers mamans, j'avais hâte de voir les étapes. Louise, ça a été le contraire. Je savais ce que j'allais vivre et donc je voulais que là, chaque instant, mais alors les dévorer. Et là, c'était le contraire, j'étais pas pressée, mais alors pas pressée du tout. Tu vois, quand je suis partie de l'hôpital, j'ai fait, ah, bon, bah, ça y est, c'est fini. Quand elle a commencé à sourire, j'ai, ah, bon, bah, c'est fini. Enfin, tu vois, à chaque fois, ça a été dur. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais, avec Louis, ça a été tout de suite très, je me suis autorisée à aimer à la folie, là où pour Lizzie, j'avais l'impression d'être, plus en mode découverte, tu vois, je sais pas, je fais au mieux, je m'investis corps et âme, mais un peu sur la pointe des pieds, tu vois, ah, comment on fait quand il fait ça? Alors que là, je me suis dit, mais aime-la, mais de tes tripes, quoi. Et puis, n'aie pas honte. Si on te dit, tu la portes trop, mais je m'en fiche, en fait. Je porte mon bébé. Si elle pleure et que je lui saute dessus parce que je veux pas qu'elle pleure, bah, c'est mon problème. Enfin, tu vois, toutes les injonctions que j'avais eues pour Lizzie, où j'étais là en mode, ah, tu crois, il faut faire comme ci, comme ça, je sais pas. Là, pour Louise, mais ça s'est senti, même tout le monde m'a dit dans ton attitude, Louise, c'était ton enfant, tes règles et tu fais ce que t'as envie, tu vois. Et je me suis beaucoup plus affirmée, me sentis à l'aise avec ça. Et même pour mon allaitement avec Louise, tu vois, aujourd'hui je l'allaite encore, Louise. J'arrive pas à... Ça va faire 2 ans et c'est beau. J'ai eu, pareil, ça m'a réconciliée avec l'allaitement. L'allaitement que j'ai pas pu avoir avec Lizzie, je l'ai eu avec Louise. Et je savais que c'était pas simple les premiers mois, qu'il fallait se réguler, t'avais les seins engorgés, enfin bref, t'as tous ces trucs-là. Mais j'étais dans l'état d'esprit en disant, j'y arrive pas, c'est pas grave, on va essayer autrement, je vais me faire accompagner, je vais être conseillée. Si ça marche pas, il y a d'autres possibilités. J'étais pas défaitiste comme pour Lizzie où je disais, oh, c'est trop dur, je vais pas y arriver, bon bah je reprends le boulot. Bon bah tant pis, en fait, il y a pas d'alternative, donc j'arrête et alors que j'aurais pas voulu arrêter en fait. Là pour Louise, j'ai repris le travail, j'ai dit non mais en fait, je continue mon allaitement. Point barre. C'est pas négociable. Donc je tirerai mon lait au travail, mais c'est pas grave, je le ferai. Tu vois, l'état Ouais. d'esprit était différent. Et Ouais. du coup, aujourd'hui, je sais que j'ai une relation très... j'ai du mal à lâcher Louise. C'est très fusionnel. Très, très fusionnel. Ouais, on dirait que tu as vraiment retrouvé ton pouvoir en fait de maman. Tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est meilleur pour elle. Ouais, C'est bien. ouais. Est-ce que tu trouves aussi que peut-être ça t'a fait changer ton pas attitude, mais peut-être comment t'es avec Lizzie, avec ta première?
en te disant, bah, elle, j'ai pas pu peut-être être comme ça avec elle. Est-ce que j'essaye différemment maintenant ou est-ce que j'essaye autre chose, tu vois? Oui, parce que avec Lizzie, j'ai fait le schéma classique. Comme je te disais, j'ai repris au bout de 2 mois et demi, j'ai repris mon travail, elle est allée chez sa nounou, elle est restée de 8h à 18h du lundi au vendredi. Et quand j'ai accouché de Louise, Lizzie rentrait à l'école 2 mois après. Et quand elle est rentrée à l'école, je me suis dit, j'ai pas profité. J'ai pas vu Lizzie grandir. J'ai pas, tous ces moments-là, je les revivrai jamais. Et quand j'étais dedans, ça me choquait pas parce que tout le monde vivait la même chose que moi et que, bon, par contre, le soir, je rentrais du travail, j'en profitais à fond, de ma fille, les vacances et les week-ends, mais c'était comme ça, en fait. Tu sais, un côté un peu défaitiste en disant, c'est la vie qui est comme ça et c'est ok. Là, Louise, la fissure, ça s'est accentué, ça s'est brisé en disant, non, en fait, non, c'est pas une fatalité. Et ça ne doit pas être une fatalité. Lizzie, c'était comme ça, très bien. Mais là, Louise, les règles du jeu vont être différentes et c'est pas ce que je veux pour mes filles, en fait. Parce que les premières années, c'est hyper important, parce que j'ai besoin de créer un lien, parce que l'idée que je leur impose dès 2 mois et demi, d'elles aussi d'avoir leur semaine, que moi je vais au travail, d'elles aussi d'avoir leurs 50 heures chez Nounou, et même si t'es un nounou en or, etc., ça change pas que je n'étais pas là pour elles, que j'ai pas vu des premières fois, comme tu disais, des moments qui sont hyper beaux, puis ça change tellement vite à cet âge-là. Et là où Lizzie, j'étais excitée de voir la suite, Louise, je me suis dit non, là les règles du jeu elles changent et les deux, je veux apprécier chaque instant, je veux les voir grandir, je veux être présente, et donc ça a tout changé parce que je te disais aujourd'hui j'ai quitté mon job et je suis en plein projet de reconversion professionnelle parce que j'ai besoin de plus d'équilibre et je veux que ça soit selon mes règles, alors au prix de sacrifices, que ça soit financier, etc. Mais en fait mes enfants, mes règles, j'ai 18 ans à passer avec elles. Bon, le pire, au milieu des cas, j'en sais rien, mais dans l'idée c'est ça, et je veux en profiter. Et même avec Lizzie aujourd'hui, je suis beaucoup moins, j'ai pas hâte qu'elle grandisse. Elle va grandir de toute façon, ça m'échappe totalement. Mais chaque instant, tu vois, aujourd'hui, le mercredi, c'est sa journée. Je n'ai pas Louise, mais c'est la journée avec Lizzie. Et on fait des choses à deux. On fait rien d'extraordinaire, mais c'est notre moment à toutes les deux et ça vaut tout l'or du monde. Je les savoure, ces instants. Je t'assure, et c'est assez incroyable parce que de base, moi, je suis quelqu'un de très carriériste et j'étais quelqu'un qui me disait, des enfants, j'aurai des enfants peut-être, mais ils seront, tu sais, je trace ma route, je regarde droit devant, je trace ma route et mes enfants seront à côté de moi, mais je continuerai de tracer ma route. Et mes enfants suivront dans ce chemin de vie. Et Louise m'a fait réaliser que non, en fait, je ne voulais pas tracer ma route. Regarder en face et tracer ma route. En fait, mes filles, elles sont avec moi, elles sont à côté de moi, elles m'ont choisi comme maman, je les ai choisies comme enfant. On est une famille et je peux pas juste penser droit devant. Elles sont là et elles font partie de ma vie. Et aujourd'hui, en fait, mon regard, il est plus devant, il est de côté avec elles. Et on va grandir ensemble et j'apprends avec elles, j'apprends tous les jours avec elles. Elles m'apprennent énormément et je leur apprends aussi. Enfin, je trouve là où avant je disais le parent sait, l'enfant subit, tu vois, ou l'enfant suit. Aujourd'hui, je dis non. En fait, je sais rien. Et d'un enfant à l'autre, en plus, c'est pas les mêmes personnalités. Elles sont totalement différentes. J'ai deux opposés. Et c'est génial parce que tous les jours, moi, j'apprends en tant que maman. Tous les jours, je fais des erreurs. Tous les jours, je dis, non, j'ai tenté ça. C'était nul. Allez, on recommence, on fait autrement. C'est pas grave. Mais ton enfant, il a cette force de te dire, tu sais, j'adore cette phrase, ton enfant, il t'aime comme tu es. Et c'est vraiment ça. Ton enfant, il t'aime comme tu es, avec tes qualités, tes défauts, et moi, je les aime comme elles sont, avec leurs qualités et les défauts, et on grandit ensemble, et comme je te disais, je souhaite à mes enfants qu'elles soient heureuses, qu'elles poursuivent leurs rêves, et qu'elles soient bien dans leur basket, mais comment je peux leur demander d'être heureuses et épanouies et bien, si moi-même, je suis pas alignée. Donc je préfère peut-être être une maman qui est pas sûre d'elle, qui jongle comme elle peut, qui est pas parfaite et voilà, qui est pleine de contradictions, mais qui essaye pour qu'elle aussi plus tard peut-être elles trouvent leur chemin de vie, quoi. Voilà, je suis pas parfaite, pas du tout, mais j'essaye, je fais au mieux. C'est marrant, ça me fait penser à un bouquin en BD là que quelqu'un m'a offert pour mon anniversaire. Je fais du théâtre et c'est un
un papa, il m'a vu avec mon fils la dernière fois. Et le livre, il s'appelle Le guide des parents pas parfaits, mais qui essayent de l'être, un truc comme ça. Donc ça me fait vraiment penser à ce que tu dis là. Mais oui, après on Mais c'est fait... exactement ça, on fait du mieux qu'on peut, quoi. C'est ça, de toute façon, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents qui les aiment. C'est tout. C'est ça. Et c'est vraiment ça. Et tu vois, je n'arrivais pas à être... C'est moi, le déclic, ça a été... parce que j'ai repris le boulot aux 6 mois de Louise. Et je me disais le soir, quand j'arrive à 18h, j'en profite, tu vois. Maintenant, j'arrête le boulot et je profite de mes enfants. Et un soir, je jouais avec Lizzie. Elle m'a dit, maman, t'es pas là. Je dis, ben si, je suis là, je suis en train de jouer avec toi. Et elle m'a dit, non, maman, t'es pas là. Et tu vois, elle avait 3 ans et demi. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un problème. Et je me suis dit, en fait, à vouloir être bonne partout, je suis bonne nulle part. Et je veux être, je prône certaines choses, je veux être dans la pédagogie positive et tout ça, mais j'y arrive pas en fait, parce que je suis stressée, parce que j'ai eu ma journée, parce que je suis fatiguée, qu'elles aussi, elles ont eu leur journée, qu'elles sont fatiguées, et j'y arrive pas. J'arrive pas à être le parent que je veux être dans ce mode de vie-là, quoi. Donc à un moment, si moi je dis pas stop, personne dira stop pour moi. Et donc c'est là où j'ai dit je quitte mon job et aujourd'hui j'entame peut-être un projet de reconversion parce que j'ai besoin d'être alignée et ça les enfants ils le sentent. Ils le sentent totalement quoi. Ah ouais, ouais. Non, c'est sûr. C'est fou qu'à 3 ans, elle te dise ça. Et tu sais quoi, des fois, je me dis, c'est ça quand on essaye aussi, tu verras, ce sera une autre dynamique, hein, mais quand tu essayes de travailler de la maison avec tes enfants autour, nous, on essaie vraiment de se détacher, de se dire, bah tu vois, là, cet après-midi, c'est moi qui travaille, lui, il a travaillé ce matin. Et avant, quand on n'avait pas vraiment séparé ça, c'était, toute la journée, on travaille, toute la journée, on travaille pas. En fait. Et on est avec lui, puis en même temps on essaie de travailler, et en fait on n'est pas là, on n'est pas avec lui. Et j'ai dit, il faut vraiment qu'on se sépare parce que, en fait, on fait tout, on fait rien, on arrive au bout de la journée, on est frustré parce qu'on n'a rien fait, et en même temps je suis frustrée parce qu'en fait je n'ai pas passé mon temps avec lui. Et quand on a bien séparé ça, de se dire, bah tiens, là je suis avec lui, je ne pense pas à ce que j'ai à faire, c'est toi qui travailles, moi je suis avec lui. Et là, ça change tout. T'es à fond, t'es là, tu joues, même si t'es fatigué. Mais c'est dur de faire ça. Oui. C'est dur, je trouve. Et ouais, c'était vraiment... il a fallu qu'on trouve un moyen de travailler ensemble parce que vraiment, c'était ça. À la fin de la journée, j'étais frustrée. J'ai rien fait. Je n'ai pas passé le temps avec lui et je n'ai pas travaillé. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc... Et là, quand je lui en ai parlé, j'étais dans la voiture, c'est toujours là où j'ai des idées, où je pense aux choses. Et je prends pas beaucoup la voiture par rapport à avant où je la prenais tous les jours. Hein. Et là, je reviens de toute seule et puis je pensais à ça et je lui dis, c'est quoi, on va faire ça. Et donc, en fait, cet après-midi-là, comme moi, j'étais partie, entre guillemets, bah, c'était ma journée de travail parce qu'il avait passé, enfin, ma matinée de travail parce qu'il avait passé le matin avec Arlo. Et donc, c'était moi avec Arlo l'après-midi. Et là, j'ai lâché complètement. J'ai dit, voilà, là, c'est toi qui travailles sur notre projet. Moi, je m'occupe de lui. J'ai laissé le téléphone, j'ai tout laissé et j'ai passé du temps avec lui. Et il est petit encore, hein, mais c'était super. C'était vraiment super. Je me suis dit, j'ai vraiment passé du temps de qualité, quoi. Donc ça... Et ça, ils le sentent. Ils le sentent, les enfants. Ah ouais, ouais. Je pense que même lui, tout petit comme ça, il le sentait aussi, quoi. Et c'est pour ça que je me dis quelque part, comment tu veux apprendre à tes enfants à... Tu sais, à gérer, on est dans une société hyper stressée, hyper anxieuse, on est tout le temps dans un niveau d'alerte qui est hyper... Et limite, aujourd'hui, je trouve, quand t'es pas quelqu'un de stressé, c'est limite, t'es pas normal, tu vois. Pour être bankable, il faut être, tu vois, genre, je suis overbookée, je suis désolée, j'ai plein de choses à gérer, tout ça. Et là, c'est devenu la nouvelle norme, le nouvel idéal. Et si t'es pas comme ça, c'est limite, je caricature, hein, mais t'es un feignant et tu fais rien de tes journées, tu vois. Et je me dis, mais en fait, dès que t'es enfant, t'arrêtes pas, on leur impose un rythme de vie effréné, donc c'est comme ça. Et adulte, ça devient, ça devient la norme. Mais si nous, dans notre attitude, on change un peu, qu'on prend le temps, comme tu dis, on pose le téléphone et qu'on dit, mais non, là, je suis là avec toi et on apprécie ces moments, j'ai bon espoir que ça reste et qu'adultes, ils s'accorderont aussi des temps pour eux, des temps de qualité et qu'ils prendront soin aussi de leur hygiène de vie parce que c'est hyper important, quoi. C'est clair. Et je trouve que c'est encore plus important là, enfant, comme tu disais, quand on a un autre, parce qu'en fait, quand ils sont petits, et en plus quand t'allaites, enfin, je veux dire, ton bébé, surtout quand il veut pas que tu le laisses dans son lit. Bon, on a tous
On n'a pas tous des enfants comme ça, mais bon, voilà. Si j'ai un deuxième comme mon premier, je me dis, mais en fait, ce pauvre petit Arlo, il aura plus de temps avec moi. Et c'est super que toi, tu prends ce mercredi là, te dire, là, je me focus que sur cet enfant-là. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment super, quoi. On Et s'est rendu compte que c'était nécessaire. Le papa ouais. et moi, on essaye à chaque fois d'avoir un moment avec chacune des filles, parce que sinon, tu sens tout de suite qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place, comme, alors c'est pas la jalousie, mais tu vois, un sentiment qui pourrait être négatif. Tu vois, quand j'ai Louise toute la journée, le soir, Lizzie, elle dit, oui, mais pourquoi t'étais avec elle et pas avec moi? Tu vois, après, t'as des trucs qui... Et donc, accorder un moment avec chacun, tu sens que le réservoir affectif, il est C'est ça. rempli. Ouais. Et même pour nous, tu vois, des fois, je sais pas si toi ça te le fait avec ton enfant, j'ai des moments où avec Lizzie, bah voilà, maintenant aujourd'hui elle parle, des fois on est d'accord, pas d'accord, on a eu les premières disputes, tu vois, c'est nouveau pour moi. Et il y a des moments où je sens que notre lien il est un peu dissocié et j'ai besoin de ces journées-là pour me reconnecter à elle. Et je sais que si je les aurais pas, bah tu sais, cette dissociation, bah petit à petit, elle s'accentue. Et je me dis, tu vois, moi, ou je sais pas toi, mais moi, l'adolescente avec ma maman, il y a eu une certaine distance alors qu'on était très fusionnels. Et après, c'est C'est plus compliqué à difficile, ouais. rattraper. Et si je peux faire en sorte de maintenir ce lien tout au long de qu'elle va grandir et qu'on va être pas d'accord, qu'on va se disputer, tout ça, bah c'est bien et c'est important. Ouais, non, je trouve que c'est un super conseil. J'ai même pas besoin de te demander les conseils pour les futurs moments parce que je trouve que ça, je le prends. Je le prends pour moi aussi. Ouais, je pense que si on se ramène pas comme ça peut ouais, vite s'éloigner en fait. Et c'est à nous, hein, l'adulte, de faire ce travail évidemment. C'est ça. Donc ouais, super conseil, je le note pour moi aussi. Euh, je voulais juste dire quelques petits mots par rapport à... Je trouvais que c'était dommage par rapport à ton deuxième accouchement avec la gynéco qui disait qu'elle n'était pas formée, tu vois, à l'accouchement en siège, enfin, à des positions non gynécologistes. Et qu'elle disait que les 8 autres qui étaient de garde, qui n'étaient pas non plus, enfin, qui seraient pas d'accord, etc. Je trouve ça quand même... Enfin, pourquoi ne pas en fait former? Je sais qu'ils ont peut-être pas tellement le temps. Ou alors, je pense que les sages-femmes, elles sont peut-être elles plus formées à ça. Pourquoi ne pas laisser la Alors, elle m'en a place? parlé, la gyné. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais on vous a pas appris dans des cas d'urgence, etc. Elle m'a dit que, bien sûr que si. Et elle m'a dit, limite, on devrait partir de là. Mais elle m'a dit, le problème, c'est que on nous a tellement formaté à un certain type d'accouchement que dès qu'on rentre de notre norme, pour nous, ça nous met une pression, mais énorme. Elle disait, ce qui pour vous vous paraît normal, naturel ou quoi que ce soit, peut vite devenir déroutant pour nous elle me disait dans une institution hospitalière qui est très codée et où le moindre écart, tu peux te le prendre à la figure. Ah oui. Elle me disait s'il arrive quoi que ce soit, elle a dit moi je suis une jeune gyné, elle devait avoir, je sais pas, elle devait avoir 35-40 ans, tu vois. Elle m'a dit moi je suis une jeune gynécologue, aujourd'hui je ne veux pas prendre ce risque-là. Parce que pas forcément le temps, parce que il y a d'autres choses à gérer, il y a d'autres urgences et si enfin en gros, hein, elle me dit si je commence par vous dire bon bah allez, je fais une exception, je me mets par terre et je récupère votre bébé, et ben ça va être tout le temps comme ça et le problème c'est qu'on est un peu débordé et elle m'a dit aujourd'hui c'est pas que je ne veux pas mais c'est que je ne me sens pas confortable dans l'institution dans laquelle je suis pour le faire. Il y a trop de risques. Et elle disait le poids entre tu vois le positif et le négatif enfin elle disait j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Et comme elle disait ça serait un idéal et elle a dit heureusement que des structures comme la maison de naissance te permettent ces choses-là. Mais elle a dit l'hôpital aujourd'hui c'est trop un gros risque. C'est à titre personnel, les gynécologues, elle m'a dit pour moi c'est trop un gros risque de le faire. Ah oui, c'est plus par rapport à la responsabilité, alors ouais. Tu te mets à quatre pattes, enfin tu fais en sorte de retenir ton bébé. Enfin je pense aussi il y a le problème, je pense qu'aujourd'hui là par exemple la gyné je la pointe pas du doigt, mais je me dis je me mets à sa place et je la comprends, mais je me dis aussi ils ont peut-être l'impression que tout dépend d'eux. Et peut-être que si on faisait plus confiance aux mamans et qu'on se disait on travaille main dans la main, Ouais. là ça serait constructif. Parce que j'entends son propos, je l'entends complètement. Mais si moi je me dis oh, ok là je sens que je vais accoucher avec quatre pattes, ben on va l'accompagner ensemble le bébé. Vous me dites il faut mettre les mains, d'accord, alors je vous laisse faire mais moi aussi j'en suis capable. Et si besoin vous m'expliquez juste avant et tu vois on travaille main dans la main. Et ça manque
parce que là, on nous autoriserait des accouchements beaucoup plus physiologiques et ça serait beaucoup plus, encore une fois, bienveillant, respectueux du corps, moins intrusif et tout ce qui en découle derrière. Mais écoutons les femmes. On peut très bien, c'est pas nous, notre corps, le monde médical qui nous accouche, c'est pas eux qui nous accouchent, c'est nous qui accouchons. C'est nous, mères, qui mettons au monde notre enfant. Le personnel hospitalier est là, en cas de problème, pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous guider et faire en sorte que toutes les bonnes conditions soient là. Avant, on décédait quand on mettait au monde un enfant. Aujourd'hui, ça arrive rarement. Tant mieux, on a besoin de l'hôpital, on a besoin de personnel formé, mais c'est la maman qui met au monde son enfant. Et de la remettre dans cette posture de c'est toi la mère, c'est toi qui sais, c'est toi qui a le pouvoir, c'est ta ressource, personne va mettre au monde ton enfant à ta place, c'est toi qui vas le mettre au monde. Mais par contre, moi je suis là pour t'accompagner dans les meilleures conditions. Pour moi, de le voir comme ça changerait tout. Ça changerait leur positionnement, ça éviterait des phrases vous êtes pas capable de faire ça ou on fait moins la maline quand là on n'a pas la pire. Enfin tu vois toutes ces petites phrases, tous ces petits mots parasites qui te font douter de toi et de tes capacités alors qu'on est capable d'accoucher. Ouais, voilà, totalement. Et de remettre la responsabilité en fait sur la maman qui est capable, tout à fait capable, et de peut-être laisser en fait plus de place au personnel médical, d'avoir moins de responsabilité en quelque sorte. Ce qui fait qu'il pourrait un petit peu peut-être laisser les mamans en faire par elles-mêmes. Alors, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on se quitte. On est d'accord que le premier gynéco, il a fait... tu as vécu une violence et il n'a pas du tout demandé le consentement de ta part non plus, parce que tu disais il n'a pas prévenu, mais il n'a pas demandé de consentement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, ou tu veux, ou tu vas, témoigner, tu sais, il y a les violences obstétricales, le compte Instagram. Oui, Stop Vogue. Ouais, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de dénoncer ou est-ce que tu Alors, veux je laisser suis derrière passée toi? à la télé, je suis passée à la Maison des Maternelles pour en parler. L'émission, elle était là il y a quelques semaines, donc j'en avais parlé dans la Maison des Maternelles. J'ai essayé d'être... l'idée, c'était pas de dire... en gros, les médecins sont méchants, et c'était pas ça. Je veux vraiment qu'il y ait un dialogue, et je veux vraiment... Moi, ce qui m'a choquée, quand j'en ai parlé avec les sages-femmes de maison de naissance, c'était l'idée de se dire, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux mondes qui s'opposent alors qu'on devrait travailler ensemble. Et je pense qu'il faut vraiment amener au débat et qu'en effet, il faut inclure la notion de consentement, du respect du corps de la femme. Il y a des choses qui jouent derrière, le patriarcat, enfin voilà, il y a plein de choses qui se jouent derrière. Mais il faut vraiment amener ce débat et tu vois, j'ai pensé à porter plainte et je pense toujours porter plainte. Je ne le fais pas. Alors je veux le faire pour mes filles, tu vois, pour montrer l'exemple aussi et dire on doit pas accepter ce qui n'est pas acceptable, et même si ça n'aboutit pas, ça marque l'action. Et en même temps, tout en contradiction, et j'en ai bien conscience, cette idée de se dire je le fais mais ça servira à rien. Alors d'un côté, tu vois, je me dis mais si, ça servira parce que ça sera comptabilisé, et en effet, et en plus je sais en fait pour en avoir parlé avec donc la sage-femme qui était là le jour de l'accouchement de Lizzie, elle m'a dit il risquera rien. Il sera toujours protégé. Il dira qu'il y avait une urgence et ça, c'est impossible à prouver. Donc je sais très bien que c'est parole contre parole. Et en soi, au fond, on s'en fiche. Moi, je sais ce qui s'est passé et voilà. Mais oui, je pense qu'il faut libérer la parole sur ces sujets-là. Il faut en parler, pas pour pointer du doigt et être agressif ou quoi que ce soit, mais plus pour que les futurs gynécologues soient sensibilisés sur ces questions et encore une fois incluent ces notions de consentement qui est capitale. Et que moi je soutiens à fond, tout le monde n'est pas fait pour accoucher à l'hôpital, tout le monde n'est pas fait pour accoucher chez soi, tout le monde n'est pas fait pour accoucher en maison de naissance. Il n'y a pas de modèle idéal, c'est juste chacun doit avoir le choix et aller vers là où ça fait écho. Si une dame a besoin d'aller à l'hôpital et d'avoir la péridurale, mais c'est ok en fait. En fait, chacun fait ce qu'il veut avec son corps et ses besoins et ses envies, mais respectons les besoins, et l'hôpital doit être là pour accompagner les femmes. Et voilà, que ça puisse, ça peut amener au débat. Tant mieux. Enfin, tu vois, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice et tant mieux. Et la prochaine étape, voilà, c'est d'aller porter plainte et même si c'est qu'un caillou balancé, tant pis. Tu vois, là, on en parle ensemble. Donc, je me dis que moi, j'aurais aimé peut-être qu'on me sensibilise sur ces choses-là et que mon deuxième accouchement, j'étais beaucoup plus préparée que le premier.
Et tant mieux, parce que sinon, j'aurais eu une césarienne. Alors, ça serait peut-être très bien passé, hein. Là, il n'y a pas de débat, et c'est pas grave d'avoir une césarienne, encore une fois. Mais voilà, c'est juste avoir le choix et comprendre. Et avoir un choix éclairé, c'est tout. Ouais. Ouais, c'est super ce que tu dis aussi par rapport à l'exemple avec tes filles. Enfin, ouais. Même rien que ça, tu vois. Rien que ça serait gagné, quoi. Merci beaucoup, Marie-Aurore. C'était super, toutes tes infos. Et puis, je suis trop contente d'avoir eu un bébé en siège par voie basse. À bientôt. Merci à toi. Merci Marie-Aurore de nous avoir partagé ton expérience. Je suis un peu partagée entre la tristesse et la joie. Je suis tellement désolée que tes premiers instants avec ta fille ont été volés et j'espère en tout cas que ça fera prendre conscience que même une fois le bébé né, il y a encore des choses à prêter attention et que peut-être les compagnons de naissance qui nous écouteront seront attentifs et poseront des questions si l'équipe touche la maman sans son consentement et explication. Et je suis si heureuse que ton accouchement au siège se soit bien passé. J'espère que ça donnera de la force à maman à qui on annonce que bébé reste dans la position qui est la mieux pour lui, même si elle n'est pas la position optimale pour accoucher. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter les épisodes 22 sur l'heure d'or, 19 sur les positions qui facilitent le travail, 11 sur le déconditionnement et reprogrammer son subconscient, 7 sur le compagnon de naissance et 6 sur le projet de naissance.